Je me souviens très précisément du moment où j'ai compris que je n'avais plus de chambre chez moi. Ce n'était pas une dispute, ni un cri, juste une phrase, dite calmement, comme une évidence. Le canapé sera plus pratique pour toi, maman. À cet instant, j'ai senti quelque chose se détacher en moi, comme si la maison venait de décider qu'elle ne m'appartenait plus. Je m'appelle Madeleine, j'ai 72 ans. Cette maison, je l'ai achetée il y a 34 ans avec mon mari, à une époque où chaque mensualité comptait, où l'on mesurait la vie en efforts et en renoncements. Après sa mort, j'y suis restée seule. Pas par habitude, mais parce que chaque mur portait encore une trace de nous. Je n'avais jamais imaginé finir ailleurs. Quand mon fils Paul m'a appelé pour me dire qu'il traversait une période compliquée, je n'ai pas hésité. Il parlait vite, comme quelqu'un qui a peur qu'on lui dise non. Il venait de se remarier. Sa femme, Élodie, avait quitté son travail. Ils avaient besoin de quelques mois, le temps de se retourner. La maison était grande, disait-il. Trop grande pour moi seule. J'ai dit oui avant même qu'il termine sa phrase. Au début, tout semblait presque normal. Ils ont posé leurs valises dans la chambre d'amis. Élodie souriait beaucoup, me remerciait pour les repas, parlait de repartir sur de bonnes bases. Je voulais y croire. J'ai toujours pensé que la patience arrangeait ce que le temps abîme. Puis les choses ont glissé, doucement, sans bruit. Un jour, mes coussins avaient changé de place. Un autre, mes rideaux avaient disparu, remplacés par des voilages plus clairs. Ça fait plus moderne, avait-elle dit. Je n'ai rien répondu. Ce n'était que des tissus. Ensuite, il y a eu la cuisine. Mes bocaux, rangés depuis des années, ont été déplacés en hauteur. Comme ça, on gagne de la place, m'a-t-elle expliqué. J'ai dû monter sur un tabouret pour attraper mon café. Paul a détourné le regard. Je me suis mise à manger plus tôt pour ne pas les déranger, à parler moins fort, à demander avant d'allumer la télévision. Chaque geste devenait une négociation silencieuse, et je ne savais plus très bien quand j'avais commencé à m'excuser d'exister. Le soir où tout a basculé, Élodie est entrée dans ma chambre sans frapper. Elle a regardé autour d'elle comme on observe une pièce à réaménager. On a réfléchi, Paul et moi, a-t-elle dit. La chambre est plus lumineuse que la nôtre. Et comme tu te couches tôt, elle a marqué une pause, puis a souri. Le canapé est très confortable. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai cru à une mauvaise plaisanterie. Paul était derrière elle, silencieux, les mains dans les poches. Quand j'ai cherché son regard, il a baissé les yeux. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, sous un plaid trop court, avec la lumière de la rue qui passait à travers les voilages qu'Élodie avait choisis. Autour de moi, la maison respirait autrement, comme si elle s'était réorganisée sans moi. J'ai regardé le plafond jusqu'à l'aube, en me demandant à quel moment précis on cesse d'être la propriétaire pour devenir la gêne. Je ne pleurais pas. J'étais trop lucide pour ça. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit que cette situation n'était pas un malentendu. C'était une prise de pouvoir. Et quelqu'un venait de faire une erreur en pensant que je n'en ferais rien. Le lendemain matin, je me suis levée avant eux. Pas par habitude, mais parce que le canapé n'autorise pas le sommeil profond. Chaque ressort vous rappelle que vous n'êtes pas à votre place. J'ai plié le plaid avec soin, comme si quelqu'un allait me reprocher un faux pli, puis je suis restée debout quelques secondes au milieu du salon, incapable de décider où poser mes mains. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Avant, ce silence m'appartenait. Il avait le goût des matinées lentes, du café bu près de la fenêtre, des journées qui commençaient sans urgence. Ce matin-là, il ressemblait à une attente. Je me suis préparé un café sans faire de bruit. J'ai utilisé la petite tasse ébréchée que Paul détestait, celle que je gardais justement pour moi. La cuisine ne sentait plus pareil. Les épices avaient changé de place, les torchons aussi, même l'air semblait différent, comme si quelqu'un avait déplacé l'odeur des années. Assise à la table, j'ai repensé à la façon dont tout avait commencé, à ce moment précis où j'avais dit oui sans réfléchir. Paul était mon fils unique. Je l'avais élevé seul après le départ de son père. J'avais appris très tôt à ne compter que sur moi, mais pour lui, j'avais toujours laissé la porte ouverte. Trop ouverte peut-être. Il avait été un enfant calme, attentif, pas du genre à poser problème. Il demandait peu, mais quand il demandait, c'était avec cette voix hésitante qui vous fait croire que vous êtes indispensable. En grandissant, il avait conservé cette manière de laisser les autres décider à sa place. Je l'avais souvent excusé en me disant que le monde était dur et qu'il fallait parfois s'adapter. Quand il m'avait parlé d'Élodie, je m'étais réjouie pour lui. Il disait qu'elle était dynamique, ambitieuse, qu'elle savait ce qu'elle voulait. J'avais souri en entendant ça.
Je croyais encore que savoir ce qu'on veut n'implique pas forcément d'écraser ce que les autres sont. Les premiers jours de leur arrivée, je m'étais appliquée à être discrète. Je faisais les courses, préparais les repas, me retirais quand ils voulaient être seuls. Je pensais naïvement que la gratitude suivrait, qu'un équilibre finirait par s'installer. Mais très vite, j'ai senti que ma présence dérangeait, pas frontalement, jamais de reproches directs, juste des regards échangés au-dessus de ma tête, des soupirs quand je racontais une anecdote, des phrases comme «Maintenant, on fait autrement» ou «C'est plus logique comme ça». Je me suis surprise à modifier mes horaires pour ne pas croiser Élodie, à attendre qu'ils aient fini de dîner pour réchauffer mon assiette, à monter le son de la télévision dans la chambre avant qu'elle ne devienne la leur. Ce matin-là, en regardant le dossier de la chaise où j'avais posé mon cardigan, j'ai compris que je m'étais lentement effacée sans m'en rendre compte. Et que le canapé n'était pas un accident, c'était l'aboutissement. Quand Paul est entré dans la cuisine, il avait l'air fatigué, pas coupable, fatigué, comme quelqu'un qui préfère éviter une conversation plutôt que l'affronter. Il m'a dit bonjour, m'a demandé si j'avais bien dormi. J'ai répondu oui. Il n'a pas insisté. Élodie est arrivée quelques minutes plus tard, fraîche, maquillée déjà dans sa journée. Elle a ouvert les placards, pris une tasse, s'est servie sans me regarder. Il faudra qu'on parle de l'organisation, a-t-elle dit en beurrant une tartine. Pas maintenant, plus tard. Toujours plus tard. Je l'ai observée en silence, elle occupait l'espace naturellement, comme si elle avait toujours été là. Et à cet instant précis, quelque chose a cessé de vouloir plaire en moi. Je ne savais pas encore quoi, mais je savais que ce n'était pas terminé. Les jours suivants ont pris une forme étrange, comme si la maison s'était rétrécie autour de moi. Rien de spectaculaire ne se produisait, et pourtant chaque détail pesait. C'était une accumulation de petites choses, presque invisibles, mais qui finissent par faire mal précisément parce qu'elles semblent insignifiantes. Élodie avait commencé à parler de règles. Pas des règles écrites, non, des évidences, selon elle. Ne pas laisser traîner mes affaires dans le salon, éviter d'utiliser la salle de bain après 22 heures parce que Paul travaille tôt, prévenir quand je comptais recevoir quelqu'un, même pour un café. Elle disait ça d'un ton calme, assuré, comme si elle gérait un espace qui lui appartenait depuis toujours. Je me suis surprise à hocher la tête, à dire d'accord, à sourire même. C'était plus simple que d'expliquer que cette maison avait été la mienne bien avant qu'elle n'y pose le pied, plus simple que de rappeler que je n'étais pas une invitée. Paul, lui, se contentait d'être là, physiquement présent mais absent dès qu'il fallait prendre position. Quand Élodie faisait une remarque sur ma façon de cuisiner, il continuait de regarder son téléphone. Quand elle soupirait parce que je laissais la radio allumée dans l'après-midi, il mettait des écouteurs. Il n'était ni cruel ni méchant. Il était lâche, et cela faisait plus mal que je ne l'aurais cru. Un après-midi, j'ai voulu récupérer un pull rangé dans l'armoire de ma chambre. L'armoire n'était plus là. Elle avait été déplacée dans le couloir, coincée entre deux cartons. Dans la chambre, le lit avait changé de place. Des vêtements que je ne reconnaissais pas pendaient déjà dans le placard. Mes cadres avaient disparu. On a optimisé l'espace, m'a expliqué Élodie sans lever les yeux de son téléphone. Tu n'utilisais pas vraiment cette pièce de toute façon. Je n'ai rien répondu. J'ai pris mon pull, lentement. J'ai senti mes mains trembler légèrement, mais ma voix est restée calme. Trop calme. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a cessé de me voir comme une personne et a commencé à me voir comme un élément du décor. Les repas sont devenus silencieux, ou plutôt, je me taisais pendant qu'ils parlaient de leurs projets, de leurs envies, de ce qu'ils feraient plus tard, quand tout ira mieux. Ils parlaient comme si je n'étais pas là, comme si ma présence était temporaire, presque accidentelle. Je me demandais parfois s'ils se rendaient compte que je les écoutais, ou s'ils avaient simplement cessé de s'en soucier. Le canapé est devenu mon territoire, un espace réduit mais clair. J'y ai posé mes livres, mon plaid, une petite lampe. Je me suis arrangée pour ne pas déranger, pour prendre le moins de place possible. Et en faisant cela, je me suis rendu compte d'une chose dérangeante. Plus je m'effaçais, plus Élodie prenait de l'assurance. Elle donnait des ordres, maintenant. Pas directement, mais sous forme de suggestions qui n'en est pas. Ce serait mieux si tu pourrais éviter de... On préfère que tu... Chaque phrase était une frontière déplacée un peu plus loin, toujours à mon détriment. Un soir, alors que je m'installais sur le canapé avec mon livre, Élodie s'est arrêtée devant moi.
Elle m'a regardé quelques secondes, comme si elle évaluait quelque chose. Puis elle a dit: Tu sais, à ton âge, il faut apprendre à s'adapter. Je l'ai regardée à mon tour. J'ai vu une femme convaincue d'avoir raison, convaincue que le temps jouait pour elle, convaincue que je n'avais plus d'option. J'ai répondu doucement: J'ai passé ma vie à m'adapter. Elle a haussé les épaules et est partie dans la chambre. Paul l'a suivie sans un mot. Ce soir-là, allongée sur le canapé, j'ai compris que ce n'était plus une question de confort ou d'organisation. C'était une question de place, et que si je ne décidais pas moi-même où était la mienne, quelqu'un d'autre le ferait définitivement à ma place. Le 4e jour, la décision a été rendue officielle, même si personne ne l'a annoncée comme telle. Il n'y a pas eu de réunion ni de ton grave, juste un changement d'évidence, comme si la maison avait voté sans moi. Je suis rentrée des courses en début d'après-midi. Il pleuvait. J'avais pris mon temps, plus que nécessaire, simplement pour retarder le moment de rentrer. En ouvrant la porte, j'ai tout de suite senti que quelque chose avait changé. L'air était différent, trop ordonné, trop net. Ma chambre n'était plus ma chambre. La porte était ouverte. À l'intérieur, le lit avait été déplacé contre le mur opposé. Les draps n'étaient plus les miens. Mes couvertures en avaient disparu. Sur la commode, là où je posais toujours ma montre et mes lunettes, se trouvaient des flacons alignés, des bijoux qui n'étaient pas les miens, un miroir rond posé en évidence. Mes photos avaient été retirées. Le cadre avec mon mari n'était plus là. Mes vêtements avaient été déplacés sans ménagement. Certains empilés dans des sacs, d'autres relégués dans un carton ouvert au pied du placard. J'ai compris avant même de parler. Élodie est apparue derrière moi, parfaitement calme. On a avancé, a-t-elle dit. Avancé vers quoi, exactement? Je me le suis demandé sans le dire. Elle a continué, comme si elle expliquait une évidence à une enfant lente. La chambre est plus pratique pour nous. Et honnêtement, le canapé te conviendra mieux. Tu passes déjà beaucoup de temps au salon. J'ai regardé autour de moi, cherchant instinctivement Paul. Il est arrivé quelques secondes plus tard, mal à l'aise, déjà sur la défensive. C'est temporaire, maman, a-t-il dit. Temporaire était devenu le mot le plus creux de la maison. Je n'ai pas crié, je n'ai pas protesté. J'ai simplement demandé: Et mes affaires? Élodie a désigné les cartons. On a fait au mieux. Tu trieras plus tard. Plus tard, toujours plus tard, comme si le présent ne m'appartenait déjà plus. Cette nuit-là, le canapé est devenu définitif. Pas un essai, pas une solution provisoire. Une assignation. J'ai étendu mon plaid, posé mon oreiller, rangé mes lunettes sur la table basse. Tout tenait dans un espace ridicule. Ma vie réduite à quelques objets alignés pour ne pas gêner le passage. Depuis la chambre, j'entendais leur voix. Ils parlaient bas, riaient parfois. La maison semblait avoir choisi son camp. Les murs résonnaient différemment, comme s'ils s'étaient retournés contre moi. Allongée sur le canapé, j'ai pris conscience d'une chose qui m'a glacée bien plus que l'humiliation. Personne ne se demandait si j'allais bien, ni ce soir-là, ni le lendemain. Mon inconfort n'était pas un dommage collatéral, c'était le prix acceptable de leur confort à eux. Le matin suivant, je me suis réveillée avec des douleurs dans le dos. Élodie a posé une tasse devant moi sans un mot, puis a ajouté: Tu devrais peut-être penser à quelque chose de plus adapté à ton âge. Elle parlait du canapé ou de ma place dans cette maison. Les deux se confondaient désormais. Paul n'a rien dit. Il a pris son café, a embrassé sa femme et parti travailler, comme si tout cela allait de soi. C'est à ce moment précis, assise dans le salon qui était devenu ma chambre, ma salle d'attente et mon exil, que j'ai cessé d'espérer un retour en arrière. Ce qui avait été pris n'allait pas être rendu spontanément, pas par la gentillesse, pas par la patience. Il ne m'avait pas seulement déplacé, il m'avait testé. À partir de ce jour-là, Élodie a cessé de faire semblant. Le masque de politesse s'est effrité d'un coup, comme s'il n'avait plus d'utilité. Elle n'avait plus besoin de paraître aimable, puisqu'elle occupait désormais la place centrale. Moi, j'étais reléguée en périphérie, et elle le savait. Ses remarques sont devenues plus directes, plus tranchantes. Si je laissais une tasse sur la table basse, elle la déplaçait sans un mot, en la reposant un peu plus loin, comme on corrige un mauvais placement. Si je regardais la télévision l'après-midi, elle passait devant l'écran et disait: Tu ne devrais pas rester assise toute la journée. Si je faisais une remarque, même anodine, elle répondait: Ici, on fait comme ça maintenant. Le mot ici revenait souvent.
comme une frontière invisible qu'elle traçait autour de moi. Ici, ce n'était plus chez moi, c'était chez eux. Et j'étais tolérée à condition de rester silencieuse et reconnaissante. Paul, lui, devenait presque transparent. Il rentrait tard, mangeait vite, évitait soigneusement tout ce qui ressemblait à une conversation sérieuse. Quand je le regardais, je voyais un homme fatigué mais pas tourmenté. Il avait choisi la facilité, et cette facilité passait par mon effacement. Un soir, alors que je tentais de me lever du canapé, le dos bloqué par une douleur sourde, Élodie m'a observée avec une expression que je n'oublierai jamais. Pas de compassion, de l'impatience. Tu vois bien que ce n'est pas fait pour toi, a-t-elle dit. Je me suis redressée lentement en m'appuyant sur la table. Ce canapé n'est pas fait pour dormir, ai-je répondu calmement. Elle a haussé les épaules. On ne peut pas tout avoir. Cette phrase a résonné longtemps en moi. On ne peut pas tout avoir. Comme si dormir dans un lit, dans sa propre maison, relevait d'un caprice déraisonnable. Comme si, à mon âge, le confort était un luxe qu'il fallait mériter. Les humiliations ont commencé à se glisser dans les détails. Elle parlait de moi à la troisième personne alors que j'étais là. Elle préfère manger plus tôt. Elle n'aime pas quand il y a du bruit. Comme si j'étais une habitude encombrante, un meuble ancien qu'on n'ose pas encore jeter. Un dimanche, des amis d'Élodie sont venus déjeuner. Je m'étais levée tôt pour aider, par réflexe. Elle m'a arrêtée net. Ce n'est pas nécessaire. Repose-toi. Et elle m'a fait asseoir au bout de la table, loin des conversations. On parlait de voyage, de projets, d'avenir. Personne ne m'a posé une seule question. Quand quelqu'un a demandé depuis combien de temps il vivait ici, Élodie a répondu sans hésiter. On est chez nous depuis quelques mois. Chez nous. J'ai senti ma gorge se serrer, mais j'ai continué à manger lentement, sans lever les yeux. Corriger aurait provoqué une scène, et elle savait que je détestais les scènes. Ce soir-là, en rangeant mes affaires sur la table basse, j'ai pris conscience d'une chose essentielle. Ce n'était plus seulement du mépris, c'était une stratégie. Me fatiguer, me réduire, me faire croire que partir serait un soulagement. Et pour la première fois, au lieu de me sentir faible, j'ai senti quelque chose de très calme se former en moi, une certitude froide. Si elle pensait que j'allais disparaître d'elle-même, elle se trompait lourdement. Je lui ai parlé le lendemain matin, pas sous le coup de la colère, ni dans un moment de tension. J'ai choisi l'instant le plus neutre possible, celui où la vérité a le plus de chances d'être entendue, même si elle dérange. Paul buvait son café debout, déjà habillé pour partir travailler. Élodie était encore dans la chambre. J'ai attendu qu'il pose sa tasse. Paul, il faut qu'on parle. Il a soupiré presque imperceptiblement, comme quelqu'un qui sent venir une conversation qu'il aurait préféré éviter. Il s'est assis en face de moi, sans me regarder tout de suite. Dis-moi, maman. Je lui ai parlé calmement, de la chambre, du canapé, de mon dos qui me faisait mal, du fait que je ne me sentais plus chez moi. Je n'ai pas accusé, je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement décrit ce qui était devenu mon quotidien comme on décrit un fait incontestable. Il a hoché la tête plusieurs fois. Il a même dit qu'il comprenait. Ce mot, je l'ai entendu souvent. Comprendre n'a jamais empêché quelqu'un de ne rien faire. Tu sais comment est Élodie, a-t-il fini par dire. Elle est stressée en ce moment. Ce n'est pas contre toi. Je l'ai regardé enfin, longuement. Paul, je dors sur un canapé dans ma propre maison. Il a détourné les yeux. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait rien dit quand la chambre avait été prise. Il a répondu qu'il ne voulait pas créer de conflit, qu'il traversait une période compliquée, que ce n'était pas le bon moment. Toujours pas le bon moment. Et moi, ai-je demandé, je suis le bon dommage collatéral. Il s'est crispé. Tu dramatises, ce n'est que temporaire. Encore ce mot. Temporaire. Comme si le temps allait régler ce que le courage refusait d'affronter. Je lui ai dit que je n'étais pas contre leur présence, que je n'avais jamais refusé d'aider, mais que j'avais besoin de respect, d'un lit, d'un espace à moi, de ne pas être traitée comme une gêne. Il était resté silencieux un moment, puis a lâché. Tu sais bien qu'Élodie a du mal avec ta façon d'être. Ma façon d'être. J'ai attendu qu'il précise. Il ne l'a pas fait. Elle trouve que tu es trop présente, a-t-il ajouté maladroitement, et parfois un peu envahissante. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi, pas de colère, une déception plus profonde. J'ai repensé à toutes les fois où je m'étais retirée pour ne pas déranger, aux repas pris plus tôt, aux conversations écourtées.
aux silences acceptés. Tout cela n'avait donc servi à rien. Je vis ici, Paul, je ne fais que ça, vivre. Il a haussé les épaules, comme quelqu'un pris entre deux feux qui refuse de choisir un camp. Tu pourrais faire un effort, être plus souple. C'est là que j'ai compris, pas avec ma tête, avec quelque chose de plus lent et plus sûr. Paul ne me défendrait pas. Pas aujourd'hui, pas demain, pas jamais. Il n'était pas cruel, il était confortable, et son confort passait avant tout. Élodie est entrée dans la cuisine à ce moment-là, parfaitement coiffée, parfaitement à l'aise. Elle a senti immédiatement que quelque chose se jouait. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé, faussement légère. Paul s'est levé. On parlait juste de l'organisation. Elle a souri, un sourire tranquille, assuré. Il faut bien que chacun trouve sa place. Sa place. Le mot était lâché. Et dans sa bouche, il sonnait comme une assignation. Paul est parti travailler peu après, me laissant seule avec elle. Elle a rangé la cuisine sans me regarder, comme si la conversation était close. Pour elle, elle l'était. Je suis restée assise un long moment après son départ. Le silence n'était plus pesant. Il était clair, net, découpé. Ce jour-là, j'ai cessé d'attendre que mon fils me protège. J'ai cessé d'espérer une prise de conscience. J'ai cessé de croire que la gentillesse suffirait. Je me suis levée, lentement, en m'appuyant sur la table. Mon dos me faisait mal, mais mon esprit était étrangement stable. S'ils avaient décidé que je n'avais plus de place ici, alors il ne restait qu'une chose à faire, la reprendre. La nuit suivante a été la plus longue depuis leur arrivée, pas parce que je ne dormais pas, le canapé m'en empêchait déjà, mais parce que je pensais sans relâche, pas de manière désordonnée, de façon méthodique, comme quelqu'un qui, après avoir trop attendu, commence enfin à mettre de l'ordre dans les faits. La maison était plongée dans l'obscurité. J'entendais leurs pas étouffés dans la chambre, leurs voix basses, parfois un rire. Pas méchant, indifférent. Ils vivaient. Moi aussi, mais dans un espace réduit à quelques mètres carrés. J'ai regardé le plafond longtemps, jusqu'à ce qu'il cesse d'être une surface et devienne un écran sur lequel défilaient mes propres souvenirs. Je me suis rappelé la signature chez le notaire, 34 ans plus tôt. La table en bois clair, le stylo un peu trop lourd dans ma main, le sourire fier de mon mari. Cette maison n'avait jamais été un hasard, elle avait été un projet, une décision, une construction patiente. Chaque mur avait été payé, entretenu, réparé par nous, par moi. Je me suis rappelé les années après sa mort. Le silence, oui, mais aussi la liberté. Personne ne décidait à ma place. Personne ne déplaçait mes affaires sans me demander. Je n'avais jamais été riche, mais j'avais toujours été chez moi. Sur le canapé, j'ai ressenti une douleur sourde dans le dos. J'ai changé de position sans succès. Ce n'était pas seulement physique, c'était la sensation d'être coincé dans un endroit qui n'était pas fait pour durer, comme un avertissement constant. Je me suis levée sans bruit et suis allée jusqu'à la fenêtre. La rue était calme, les lampadaires éclairaient le trottoir humide. Rien n'avait changé dehors, tout avait changé dedans. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'étais pas en train de perdre ma place. On me la retirait activement et attendre davantage ne ferait que confirmer que c'était acceptable. Je n'avais plus 20 ans, ni 40, mais j'avais quelque chose que ni Paul ni Élodie n'avaient, le temps long, la mémoire et une connaissance précise de ce que cette maison représentait légalement, concrètement, irrévocablement. Je suis retournée m'asseoir et j'ai ouvert le tiroir de la petite commode du salon, celle qu'Élodie n'avait pas encore jugé utile de déplacer. À l'intérieur, j'ai trouvé une pochette cartonnée, les documents importants, actes de propriété, factures anciennes, correspondances, tout était là, intact, à mon nom. Je n'ai pas ressenti de colère en les feuilletant, juste une forme de calme presque clinique, comme si les pièces d'un puzzle se remettaient en place. Ce n'était pas une question d'émotion, c'était une question de cadre, et le cadre était clair. Je n'ai pas fermé l'œil jusqu'au matin. Quand la lumière a commencé à filtrer par les voilages, je n'étais ni fatiguée ni abattue. J'étais décidée, ce mot n'avait rien de spectaculaire, il était simple, définitif. Au petit déjeuner, tout s'est déroulé comme d'habitude. Élodie parlait de sa journée. Paul hochait la tête. Personne ne m'a demandé comment j'avais dormi. J'ai bu mon café lentement. J'ai observé, j'ai écouté. À un moment, Élodie a dit « Il faudra qu'on voie pour réorganiser le salon. Le canapé prend beaucoup de place. » Elle parlait de mon lit. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je n'osais pas, parce que je n'en avais plus besoin.
Ce jour-là, pendant qu'ils étaient sortis, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je me suis assise à la table de la cuisine avec un carnet et un stylo. J'ai noté des dates, des faits, des phrases exactes, sans jugement, sans interprétation. Puis j'ai écrit une seule phrase au milieu de la page. Je ne partirai pas humiliée. En la relisant, j'ai su que la phase d'observation était terminée. Ce qui allait suivre ne serait ni une crise ni une supplique. Ce serait une réponse. Le lendemain, j'ai commencé à agir. Pas extérieurement, pas encore, à l'intérieur d'abord, avec cette rigueur silencieuse que j'avais apprise bien avant eux, quand il fallait tenir debout sans faire de bruit. J'ai attendu qu'ils partent. La porte s'est refermée derrière eux et pour la première fois depuis longtemps, la maison a retrouvé un silence qui ne me jugeait pas. J'ai respiré profondément, puis je me suis mise au travail. Je n'ai pas fouillé, je n'ai pas cherché fébrilement. Tout ce que je possédais était déjà à sa place. Dans le secrétaire du couloir, celui qu'Élodie trouvait trop massif. Dans la commode basse du salon, celle qu'elle jugeait démodée. Elle n'avait encore rien touché de tout cela. Elle ne voyait que ce qui brillait. J'ai sorti l'acte de propriété. Je l'ai relu lentement, ligne par ligne, comme on relit une vérité qu'on connaît déjà mais qu'on veut ressentir à nouveau. Mon nom, le seul. Aucun ajout, aucun partage, aucun flou. Cette maison était la mienne, juridiquement, complètement, sans condition. Puis j'ai ouvert un carnet neuf, pas celui où je notais mes pensées, un autre, plus froid, plus précis. J'y ai inscrit des dates. Le jour de leur arrivée, le moment où la chambre avait été prise, les phrases exactes qu'Élodie avait prononcées, les silences de Paul. J'écrivais sans émotion, comme si je consignais les faits d'une autre femme. Je savais une chose essentielle. Si je laissais la situation continuer, elle deviendrait normale. Et ce qui devient normal devient difficile à renverser. Je me suis ensuite rendue dans la chambre, leur chambre, la mienne autrefois. J'ai observé sans rien toucher, mes affaires entassées dans les cartons, mes photos absentes, tout parlait d'appropriation, pas d'organisation, d'effacement. Je n'ai rien repris, pas encore. Je voulais qu'ils continuent à croire que tout était acquis. Dans l'après-midi, j'ai appelé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années, une ancienne collègue, une femme calme, méthodique, qui avait toujours su écouter sans juger. Je ne lui ai pas tout raconté, juste assez pour entendre ce que je savais déjà. Madeleine, si la maison est à ton nom, personne ne peut t'en chasser. Personne. Sa voix n'était ni surprise ni indignée, elle était factuelle, et cela m'a rassurée. Quand Paul et Élodie sont rentrés ce soir-là, je me suis comportée exactement comme d'habitude. J'ai préparé le dîner. J'ai débarrassé la table, j'ai replié mon plaid sur le canapé, j'ai été invisible, et pour la première fois, cette invisibilité était volontaire. Élodie m'a lancé un regard satisfait, elle croyait que j'avais accepté, elle croyait que le canapé m'avait vaincue. Paul m'a demandé si tout allait bien, j'ai répondu oui, et c'était vrai. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose allait dans le bon sens. Cette nuit-là, allongée sur le canapé, je n'ai pas ressenti d'humiliation, juste une attente calme. Comme avant, une décision importante. Je savais désormais ce que je ferais. Pas quand exactement, mais comment. Ils pensaient que le temps jouait contre moi. Ils ignoraient qu'il travaillait pour moi. Les jours qui ont suivi ont confirmé ce que je pressentais. Élodie ne ralentissait pas, elle accélérait. Plus je restais calme, plus elle prenait de l'assurance. C'était presque mécanique, comme si mon silence était interprété comme une reddition. Elle parlait plus fort, décidait plus vite, ne demandait plus rien. Un matin, je suis rentrée des courses et j'ai trouvé mes sacs déplacés dans l'entrée. Les fruits avaient été posés sur une chaise, le pain sans emballage. J'ai fait de la place, a-t-elle dit depuis la cuisine. Le plan de travail était encombré. Ce n'était pas vrai, elle voulait simplement montrer qu'elle contrôlait l'espace. Même ce que je rapportais de l'extérieur passait désormais par elle. Elle a commencé à recevoir sans prévenir. Des amis, surtout. Des femmes de son âge, à l'aise, sûres d'elle. Elles entraient, s'installaient, commentèrent la maison. Elle est grande. Vous avez de la chance. Élodie souriait. Oui, on s'est bien installé. Je n'étais jamais présentée, juste là. Parfois, elle disait « Ah, c'est la maman de Paul », pas Madeleine, pas la propriétaire, juste un lien vague, secondaire.
Un après-midi, j'ai entendu l'une d'elles demander: «Et elle vit avec vous?» Élodie a répondu sans hésiter: «Oui, enfin, pour l'instant». Pour l'instant. Ce mot a claqué dans l'air comme une promesse qui ne m'était pas destinée. Paul continuait à se taire. Quand je croisais son regard, je voyais qu'il savait, mais il ne voulait pas savoir jusqu'au bout. Il faisait semblant que tout était temporaire, flou, sans conséquence, comme si l'absence de décision était une décision neutre. Un soir, Élodie a déplacé mes livres. Elle les a empilés dans un carton, proprement. «Le salon va être réaménagé», a-t-elle dit. «Tes affaires prendront moins de place ailleurs.» Ailleurs, sans préciser où. Je les ai regardés un instant, puis j'ai hoché la tête. D'accord. Elle a souri satisfaite. Elle croyait avoir gagné quelque chose. Elle ignorait qu'à chaque excès, elle renforçait mon dossier. La fatigue commençait à se faire sentir physiquement. Le canapé laissait des traces dans mon corps. Raideur, douleur sourde, nuits hachées. Élodie le voyait. Elle ne s'en inquiétait pas. Elle l'utilisait. «Tu devrais peut-être consulter», a-t-elle dit un matin. «Dormir sur un canapé à ton âge, ce n'est pas raisonnable.» Elle parlait comme si ce n'était pas elle qui m'y avait reléguée. Puis elle a franchi une ligne, une petite phrase, presque anodine, mais qui disait tout. C'était un dimanche. Paul était sorti faire une course. Nous étions seuls dans la cuisine. Elle rangeait des papiers dans un classeur. J'ai reconnu des documents de la maison, des factures, des courriers administratifs. «Je préfère centraliser», a-t-elle dit. «Comme ça, tout est plus simple.» Je l'ai regardée. «Ces papiers sont à moi.» Elle a levé les yeux, surprise, puis a souri doucement. «Madeleine, il faut être réaliste. Paul et moi allons rester ici. Autant s'organiser.» Ce n'était pas une question, c'était une déclaration. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement noté mentalement le moment précis où elle s'était approprié ce qui ne lui appartenait pas. Ce soir-là, j'ai ajouté une page à mon carnet. J'y ai écrit: «Ils pensent que je suis déjà partie.» Et c'était vrai. Dans leur tête, je n'étais plus qu'une présence provisoire, en sursis, une vieille femme qu'on déplace doucement vers la sortie. Ils ignoraient une chose essentielle. Je n'avais jamais été aussi présente. À partir de ce moment-là, j'ai cessé de réagir, pas par résignation, par choix. Je continuais à vivre exactement comme avant, extérieurement. Même horaire, même geste, même silence. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé de nature. Je ne subissais plus. J'observais en vue d'un terme précis. Je savais désormais que la situation ne se réglerait ni par une discussion supplémentaire, ni par un compromis. Élodie n'était pas dans une logique d'aménagement. Elle était dans une logique de remplacement, et Paul, par son inertie, l'y autorisait. Alors j'ai fixé une limite, pas à eux, à moi. Je me suis donné un délai, court, clair, non négociable. Je ne l'ai écrit nulle part, mais il existait, solide, immobile. À partir de cette date, rien ne serait plus laissé au hasard, plus de patience, plus d'attente déguisée en bonté. Chaque jour, je notais mentalement ce qui se passait. Les phrases exactes, les gestes, les décisions prises sans moi, pas pour me faire du mal, mais pour garder une trace fidèle de ce qui avait été fait en toute conscience. Je ne parlais presque plus. Élodie interprétait mon silence comme une victoire. Elle se permettait davantage. Elle rangeait, déplaçait, décidait. Elle parlait de l'avenir en utilisant le pluriel, toujours sans moi. Un soir, j'ai entendu Paul lui dire dans la chambre: «Elle ne dira rien, elle n'ira nulle part.» Je ne sais pas s'il pensait que je dormais, ou s'il avait cessé de se soucier de ce que j'entendais. Cette phrase m'a confirmée dans mon choix. Il n'y avait plus d'ambiguïté possible. Dans leur esprit, j'étais déjà neutralisée. Les douleurs physiques s'intensifiaient, mon corps envoyait des signaux clairs, mais au lieu de m'affaiblir, ils m'ont rendue plus lucide. Chaque matin, en me levant du canapé avec précaution, je me rappelais pourquoi je ne pouvais pas attendre davantage. Je n'avais jamais été une femme impulsive. J'avais passé ma vie à gérer, anticiper, organiser, à régler les problèmes avant qu'ils n'explosent. Cette situation ne faisait pas exception. Elle demandait simplement une autre forme de rigueur. J'ai commencé à préparer les choses concrètement, lentement, sans laisser de traces visibles. J'ai remis mes papiers en ordre, vérifié les classements, regroupé ce qui devait l'être, rien de spectaculaire, rien de suspect. Je continuais à sourire quand Élodie parlait de réaménager, à acquiescer quand elle évoquait l'après, à répondre vaguement quand Paul me demandait si tout allait bien.
Tout allait exactement comme prévu. Ils pensaient que je reculais. En réalité, je prenais de l'élan. Un après-midi, Élodie m'a dit, presque gentiment, tu sais, ce serait plus simple pour tout le monde si tu envisageais autre chose. Je l'ai regardée calmement. Tout le monde? Elle a hésité une fraction de seconde. Oui, enfin, tu comprends. Je comprenais parfaitement, et c'est précisément pour cela que je n'ai pas répondu. Le délai que je m'étais fixé approchait. Je le sentais. Non pas comme une menace, mais comme une échéance naturelle, une fin de tolérance. Ce soir-là, en m'allongeant sur le canapé, j'ai regardé autour de moi, la table basse, la lampe, le plaid, tout ce qui me restait de visible dans cette maison. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Ils croyaient m'avoir enfermée dans un coin. Ils ignoraient que j'étais en train de leur laisser toute la place nécessaire pour partir. Le jour que je m'étais fixé est arrivé sans fracas. Pas de boule au ventre, pas d'hésitation, juste une clarté presque dérangeante, comme lorsque l'on sait exactement ce qu'il faut faire et que plus rien ne peut l'empêcher. J'ai attendu le dîner, pas par stratégie, mais parce que c'était le seul moment où nous étions tous les trois assis à la même table. Je voulais qu'ils m'entendent ensemble, pas de messager, pas de malentendu possible. Élodie parlait de sa journée, de choses pratiques, d'un rendez-vous à venir. Paul mangeait en silence. J'ai terminé mon assiette, posé mes couverts avec soin, puis j'ai dit calmement « J'ai quelque chose à vous annoncer ». Ils ont levé les yeux en même temps. Élodie a souri, déjà sûre de ce qui allait suivre. Paul a eu un léger mouvement d'inquiétude. J'ai réfléchi, ai-je continué, et j'ai pris une décision. Le silence s'est installé. Pas un silence tendu, un silence attentif. Cette situation ne peut plus durer, ai-je dit. J'ai donc décidé de vous donner un délai. Élodie a cligné des yeux. Un délai? Sa voix était douce, presque amusée. Oui, 30 jours. Paul s'est redressé. 30 jours pourquoi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour quitter la maison. Le sourire d'Élodie s'est figé, juste une seconde. Puis elle a ri, un petit rire sec. Madeleine, voyons. Tu plaisantes? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je savais que le calme serait mon meilleur allié. Cette maison est à mon nom. Je vous ai accueilli temporairement. Cette période est terminée. Paul a blêmi. Mais, maman, on avait dit que... Nous n'avons jamais fixé de durée, l'ai-je interrompu doucement. Et surtout, nous n'avons jamais convenu que je dormirais sur un canapé pendant que ma chambre serait prise. Élodie a posé brutalement ses couverts. C'est complètement disproportionné. On n'a fait que s'organiser. Je me suis tournée vers elle. Vous vous êtes organisé sans moi, et contre moi. Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Tu ne peux pas nous faire ça, a dit Paul. Tu sais très bien qu'on n'a nulle part où aller. J'ai hoché la tête. J'en suis consciente, et pourtant, je le fais. Le ton a changé. Les voix se sont élevées. Les reproches me sont sortis. L'ingratitude supposée. Les sacrifices qu'ils avaient faits. Les efforts. Les mots ont fusé. Je les ai laissés parler. Je n'avais plus besoin de convaincre. Quand le calme est sans revenu, j'ai ajouté une seule chose. Dans 30 jours, je veux récupérer ma chambre, ma maison et ma tranquillité. Paul m'a regardée comme s'il me voyait pour la première fois. Tu es sérieuse? Plus que jamais. Élodie s'est levée d'un coup. Tu te rends compte de ce que tu fais? Je l'ai regardée sans colère. Oui, je mets fin à quelque chose qui n'aurait jamais dû commencer ainsi. Ils sont partis se coucher sans un mot. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, je me suis allongée sur le canapé sans me sentir petite. J'avais posé une limite. Claire, audible, irréversible. Je savais que les jours à venir seraient difficiles. Je savais qu'ils tenteraient de négocier, de minimiser, de me faire douter. Mais une chose était acquise. Ils savaient désormais que je n'étais pas immobile. Et surtout que le temps venait de changer de camp. Les jours qui ont suivi mon annonce ont été exactement comme je les avais anticipés. Pas calmes, pas rationnels, mais révélateurs. Dès le lendemain matin, Paul a tenté une approche différente, plus douce, plus inquiète aussi. Il m'a proposé un café, chose qu'il n'avait pas faite depuis des semaines. Il s'est assis en face de moi, les coudes sur la table, comme lorsqu'il était enfant, et qu'il voulait obtenir quelque chose sans le demander directement. « Maman, on peut en reparler », a-t-il dit. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je buvais mon café lentement. Nous en avons parlé, ai-je fini par dire. Il a soupiré. Tu sais bien qu'on n'a pas les moyens de partir comme ça.
30 jours, c'est impossible. Impossible. Le mot était pratique. Il signifiait surtout pas confortable pour eux. Je lui ai rappelé calmement que je ne les avais jamais forcés à rester, que je les avais accueillis pour les aider, pas pour disparaître. Il a baissé la tête. Élodie est très affectée, a-t-il ajouté, comme si c'était l'argument final. Élodie, elle, a choisi une autre stratégie, le silence d'abord, glacial. Elle ne me parlait plus directement. Elle passait par Paul, laissait des messages indirects, soupirait quand j'entrais dans une pièce. Elle voulait me faire sentir coupable, comme si j'étais celle qui détruisait l'équilibre. Puis sont venues les tentatives de négociation. 6 mois, a-t-elle dit un soir, sans même me regarder. Je n'ai pas répondu. 3 mois, a insisté Paul. J'ai secoué la tête. On peut te rendre la chambre, a-t-elle ajouté rapidement. Ce n'était qu'un malentendu. Un malentendu. J'ai failli sourire. Je leur ai dit que la décision ne portait plus seulement sur la chambre, qu'elle portait sur le respect, sur ce qui avait été fait sans mon accord, sur la manière dont on m'avait déplacée, ignorée, réduite. Aucun de ces mots ne semblait leur parler. La tension a monté. Les reproches ont pris une autre forme. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu nous mets dehors comme des étrangers. Tu sais que Paul est ton fils quand même. C'est là que j'ai compris que la manipulation avait changé de visage. On ne me demandait plus pardon, on me demandait de me sacrifier à nouveau. Un soir, Élodie a laissé tomber le masque. « Tu es égoïste », a-t-elle dit. « Tu penses à toi avant ton propre fils. » Je l'ai regardée longuement. « Non », ai-je répondu. « Pour la première fois, je pense aussi à moi. » Paul s'est emporté, il a parlé fort. Il a dit que je le mettais dans une situation impossible, que je brisais leur couple, que je faisais tout exploser pour une question d'orgueil. Je l'ai laissé finir. Puis, je lui ai dit, d'une voix que je ne me reconnaissais pas moi-même, « Ce n'est pas moi qui ai déplacé ta mère sur un canapé. » Le silence qui a suivi a été lourd. Paul n'a rien répondu. Il n'avait rien à répondre. Les jours passaient. L'atmosphère était devenue électrique. Chaque repas était tendu. Chaque croisement de regards, une épreuve. Mais moi, je ne vacillais pas. J'avais traversé bien pire dans ma vie. Et surtout, je savais où je me tenais. Un matin, j'ai trouvé un appartement consulté sur l'ordinateur. On regarde des options, a dit Paul, sans conviction. Je n'ai pas commenté. C'était exactement ce que je voulais entendre. Élodie, elle, alternait entre colère froide et fausse gentillesse. Un jour, elle m'a apporté un coussin pour le canapé. « Pour ton dos », a-t-elle dit. Je l'ai remerciée. Et j'ai continué à compter les jours. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que ce délai n'était pas une menace, c'était une réalité. Et plus ils tentèrent de le contourner, plus ils confirmaient que cette cohabitation avait cessé d'être saine depuis longtemps. Le 20e jour, Paul m'a demandé si j'étais prête à revenir sur ma décision. Je l'ai regardé. Non. Il a hoché la tête, vaincu, pas en colère, fatigué, comme quelqu'un qui comprend trop tard. À ce moment-là, j'ai su qu'il partirait. Pas parce qu'il l'acceptait, mais parce qu'il n'avait plus le choix. Les tentatives de pression ont commencé quand ils ont compris que je ne reculerais pas. Pas avant. Jusque-là, il y avait eu des discussions, des reproches, des silences lourds. À partir de ce moment précis, il y a eu autre chose. Quelque chose de plus dur, de plus calculé. Élodie a été la première à changer de ton. Elle a cessé de se contenir. Un matin, alors que je buvais mon café, elle a posé un dossier sur la table sans un mot. À l'intérieur, des annonces de résidence pour personnes âgées, des photos de chambres impersonnelles, des phrases rassurantes sur la tranquillité et la prise en charge. « J'ai regardé pour toi », a-t-elle dit. « Ce serait plus adapté. » Je n'ai pas touché le dossier. Je n'ai rien demandé. Elle a croisé les bras. « Tu refuses toute solution. Je refuse celle que je n'ai pas choisie. » Paul est intervenu mal à l'aise. « Elle essaie juste d'aider, maman. » Je l'ai regardée. « M'aider à quoi? À disparaître ?» Le mot a flotté dans l'air. Élodie a serré les lèvres. « Tu exagères toujours tout », a-t-elle lancé. « On ne peut plus rien dire sans que tu te sentes attaqué. » C'était faux. Il pouvait dire ce qu'il voulait. Je n'étais simplement plus disposée à l'accepter. Les jours suivants, les choses se sont durcies. Ils ont commencé à évoquer l'argent. Subtilement d'abord. Puis, plus franchement, « Tu sais, avec ta retraite, cette maison vaut cher. Tu pourrais vivre confortablement ailleurs. » Je les ai laissés parler.
Chaque phrase était une confirmation supplémentaire que ma décision était la bonne. Un soir, Paul a tenté autre chose. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé, trop près. Tu sais que je t'aime, a-t-il dit. Je n'ai pas bougé. Mais tu me mets dans une situation impossible. Je me suis tournée vers lui. Paul, je dors ici depuis des semaines, sur ce canapé. Est-ce que tu trouves ça possible, toi? Il n'a pas répondu. Le lendemain, Élodie a franchi une ligne qu'elle n'aurait jamais dû approcher. J'étais sortie faire une courte promenade. Quand je suis rentrée, j'ai senti immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le carnet que je laissais toujours dans la commode n'était plus là. Je n'ai rien dit sur le moment. J'ai fouillé calmement. Puis j'ai compris. Il était posé sur leur bureau, ouvert, feuilleté. Élodie n'a même pas nié. On voulait comprendre, a-t-elle dit. Tu écris des choses sur nous. Je me suis approchée. Ce carnet est personnel. Tout ce qui se passe ici nous concerne, a-t-elle répondu froidement. J'ai senti une colère monter, pas explosive, glaciale. Vous venez de commettre une erreur. Elle a haussé les épaules. Tu fais toujours des menaces. Ce n'en était pas une. À partir de ce jour-là, j'ai cessé toute tentative de courtoisie. Pas de cris, pas de scènes, mais plus aucune concession. Je ne préparais plus les repas pour eux, je ne rangeais plus derrière eux, je ne faisais plus semblant. Paul a compris que quelque chose avait changé. Tu nous punis maintenant a-t-il demandé. Non, ai-je répondu. Je me respecte. Les derniers jours avant l'échéance ont été les plus tendus. Élodie parlait de moi comme si je n'étais pas là. Paul évitait mon regard, ils faisaient leur carton à moitié, comme pour me faire croire qu'ils n'y croyaient pas vraiment. La veille du délai, Élodie a tenté un dernier coup. Ah, si tu fais ça, tu perds ton fils. Je l'ai regardé longuement. Non, je perds une illusion. Elle est sortie de la pièce furieuse. Paul est resté, debout, silencieux. Tu ne reviendras pas en arrière, a-t-il dit. Non. Il a hoché la tête, lentement. Alors c'est fini. Je n'ai pas corrigé. Ce n'était pas fini. C'était sur le point de se rétablir. Le 30e jour est arrivé sans annonce, comme toutes les échéances qu'on espère secrètement repousser jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il n'y a pas eu de compte à rebours. Juste un matin ordinaire, un ciel pâle, et une maison déjà en train de se détacher de ceux qui pensaient l'avoir conquise. Je me suis levée tôt. Comme toujours, le canapé était encore inconfortable, mais je savais que c'était la dernière fois. Cette pensée, à elle seule, allégeait tout le reste. J'ai plié le plaid avec soin, rangé mes affaires dans le sac que j'avais préparé la veille, peu de choses. Le strict nécessaire. Tout le reste m'attendait déjà ailleurs, intact, simplement mis de côté. Ils étaient déjà debout quand je suis entrée dans la cuisine. Des cartons traînaient près de la porte, pas tous fermés, pas tous assumés. Paul buvait son café sans me regarder. Élodie parlait au téléphone, à voix basse, sèchement. Elle raccrocha en me voyant. Personne n'a dit bonjour, je n'en avais plus besoin. Le silence n'était plus hostile, il était vide. Et dans ce vide, je sentais la maison respirer à nouveau, comme si elle reconnaissait enfin ce qui se passait. Le camion est arrivé en fin de matinée. Élodie donnait des instructions rapides, nerveuses. Paul portait les cartons sans conviction. Aucun d'eux ne me demandait quoi que ce soit. Ils savaient. Tout était clair désormais. Quand les déménageurs sont entrés dans la chambre, ma chambre, j'ai ressenti un pincement bref. Pas de tristesse, une sorte de soulagement calme. Le lit allait revenir à sa place, les murs allaient redevenir silencieux, les objets allaient en cesser d'être déplacés sans autorisation. Élodie est passée devant moi avec un carton dans les bras. Elle s'est arrêtée net. « Tu es satisfaite maintenant ?» Je l'ai regardée sans dureté. « Je suis chez moi. » Elle a soufflé, exaspérée, puis a repris sa marche. Elle n'avait plus rien à dire qui puisse me toucher. Paul, lui, est resté en arrière. Il m'a regardée longuement, pas avec colère, avec quelque chose de plus fragile. « Tu aurais pu nous laisser plus de temps. » Je n'ai pas haussé le ton. « Paul, je vous ai laissé toute la place. » Il a baissé la tête. Cette fois, il n'a pas cherché à répondre. Quand le dernier carton est sorti, la maison a retrouvé une forme de silence que je n'avais pas connue depuis des semaines. Pas un silence vide, un silence plein. Stable, comme après une tempête. Ils se sont arrêtés sur le seuil. Élodie a pris ses clés, les a posées sur la console sans un mot. Paul a hésité, puis a fait de même. Un geste simple, définitif. La porte s'est refermée derrière eux. Je suis restée immobile quelques secondes. Puis j'ai inspiré profondément.
L'air n'était plus chargé, les murs semblaient au plus clairs. J'ai traversé le salon lentement, sans but précis. J'ai ouvert les fenêtres, la lumière est entrée sans retenue. Je suis allée dans la chambre, j'ai posé la main sur le cadre de la porte. Le lit était là, déplacé mais intact. J'ai retiré les draps qui n'étaient pas les miens, ouvert les fenêtres, laissé l'air circuler. Je n'ai pas ressenti de triomphe, juste une paix solide, une impression de cohérence retrouvée. Ce soir-là, j'ai dormi dans mon lit, le dos détendu, les pensées calmes. La maison était silencieuse, mais cette fois, ce silence ne me repoussait pas. Ils me contenaient, ils étaient repartis, et je n'étais plus en exil. Le lendemain matin, je me suis réveillée sans douleur, pas parce que mon corps avait soudainement rajeuni, mais parce que je dormais enfin là où je devais être, dans mon lit, dans ma chambre. Chez moi, la maison s'éveillait lentement. Le plancher ne grinçait plus de la même manière. Ou peut-être était-ce moi qui l'entendais autrement. J'ai ouvert les volets, laissé entrer l'air frais, observé la lumière glisser sur les murs. Rien n'avait changé, et pourtant tout était différent. Je n'ai pas cherché à remplir le silence, je l'ai laissé exister. Il n'était plus une absence, ni une attente. Il était une présence tranquille, stable, presque protectrice. Dans la cuisine, j'ai remis les choses à leur place. Mes bocaux, mes tasses, mes habitudes. J'ai préparé du café pour une seule personne, sans me presser, sans anticiper les besoins de quelqu'un d'autre. Ce geste simple m'a émue plus que je ne l'aurais cru. Pendant des semaines, j'avais vécu en me demandant comment ne pas déranger. À présent, je n'avais plus à calculer. Paul n'a pas appelé ce jour-là, ni le lendemain. Je ne l'ai pas appelé non plus. Pas par rancœur, par respect, pour lui, pour moi. Certaines distances ne sont pas des ruptures, ce sont des respirations nécessaires. Élodie a disparu de ma vie sans bruit, comme elle y était entrée. Je n'ai ressenti ni victoire ni regret, juste une clarté nouvelle. Certaines personnes ne prennent pas trop de place par accident. Elles le font parce qu'on leur en laisse. Les jours ont passé, j'ai repris mes rythmes, mes promenades, mes lectures, mes silences choisis. Mon dos allait mieux, mon esprit aussi. J'ai réalisé que je ne m'étais pas seulement battue pour une maison, mais pour une chose plus essentielle encore, le droit d'exister sans justification. Un après-midi, en rangeant le salon, j'ai retrouvé le carnet, celui qu'Élodie avait ouvert sans permission. Je l'ai feuilleté lentement. Chaque page racontait une étape, une limite franchie, une décision prise. Je ne l'ai pas déchiré, je ne l'ai pas jeté, je l'ai refermé doucement. Il avait rempli sa fonction. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec mon fils. Peut-être qu'elle se reconstruira, peut-être différemment. Mais je sais une chose avec certitude. Elle ne se fera plus au prix de mon effacement. Il y a des âges où l'on croit qu'il est trop tard pour poser des limites, où l'on pense que dire non est un luxe réservé aux plus forts. C'est faux. Dire non, parfois, est la dernière façon de se dire oui. Je n'ai pas gagné contre quelqu'un. Je me suis retrouvée. Si cette histoire vous a parlé, si elle vous a rappelé que le respect n'a pas d'âge et que les limites ne sont jamais une faute, prenez un instant, abonnez-vous, laissez un commentaire, partagez votre propre expérience. Parce que parfois, une seule voix suffit à rappeler aux autres qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place.